Bismillahirrahmanirrahim. On engendre la partie clinique concernant le syndrome de Cushing ou l'hypercorticisme. Pour les gens qui sont nouveaux, toujours vous allez trouver tout ce support dans la description. On traite toujours les modules en enchaînement et sur plusieurs parties. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Un maximum de partage et on continue notre démarche. Donc passons à la clinique diagnostique. Donc le diagnostic repose sur la biologie. Ça c'est à retenir. Il doit être certain. Ça, on avait parlé précédemment. Donc, les signes cliniques qui sont multiples, le tableau clinique, il est un peu trompeur. Il faut être certain avant de passer à l'étape suivante. Ce passage, il est dû à la gravité de la maladie, premièrement, la lourdeur des examens et qui sont mis à visée étiologique. Donc, les examens, ils sont lourds. La maladie, elle est grave si elle est mal diagnostiquée et non traitée. On avait parlé de ça au début de ce cours. Le morbimortalité ou bien la surmortalité, elle est élevée au cours du syndrome de Cushing. Donc, ces investigations, elles visent à mettre en évidence les anomalies quantitatives et qualitatives. Notez-vous bien ces deux termes. Donc, ce syndrome. Donc, quelles sont ces deux normes? Donc, rechercher la sécrétion excessive du cortisol. Donc, ça, c'est premièrement, c'est quantitatif. Recherche du perte de rythme circadien, on va voir ça dans les examens ou bien les tests. Et est-ce qu'il s'agit d'une résistance relative de la production ou bien du rétrocontrôle exercé par les corticoïdes exogènes? Notez-vous bien que si on dose le cortisol plasmatique à 8 heures, il est sans valeur. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un hypercorticisme à un simple dosage au matin au réveil. Pourquoi? Donc, il peut être normal au cours d'un syndrome de Cushing. Donc, un patient pourra avoir tout le tableau clinique qu'on a déjà cité précédemment et même avoir un taux de cortisol qui est à la normalité. Même, il peut être élevé chez un sujet normal. Donc, le dosage du cortisol, faites attention, c'est pas utile. Il est sans valeur dans le syndrome de Cushing. Faites attention de commettre cette erreur. Si on vous pose la question, cochez-vous les examens qui sont utiles dans le diagnostic d'un syndrome de Cushing, faites attention à cocher le dosage de cortisol. Ce dernier, il est inutile. Donc, pourra être normal au cours d'un syndrome de Cushing. Et même un patient normal, donc, dû au stress, au moment des prélèvements, à cause de l'effet de blouse blanche, il pourra avoir une augmentation de ce cortisol à cause du stress. Donc, les examens qu'on va utiliser sont les suivants. Donc, c'est ce qu'on va baser dans cette partie. On va baser sur le cycle de cortisol comme premier examen. J'espère que vous êtes en train de noter. On va baser deuxièmement, si on vous pose la question, c'est le dosage du cortisol libre urinaire. Donc c'est les CLU des 24 heures. On va voir le test de freinage fort et le test de freinage faible. Ce sont les plus utilisés. Donc, je répète, si on vous pose la question, les examens ou bien les bilans paracliniques à prescrire devant un syndrome de Cushing, le piège, premier piège, cortisol, il est inutile, il est sans valeur. C'est écrit en gras et bien sûr pourra être posé comme question d'examen. Deuxièmement, vous allez passer au cycle de cortisol, le taux de cortisol urinaire ou bien le cortisol libre urinaire, le CLU, le freinage fort et le freinage faible. C'est ce qu'on va détailler dans cette partie. Donc on commence premièrement par le cycle de cortisol. Donc premier examen à détailler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le prélèvement toutes les 4 heures. Vous voyez la différence? Je répète, troisième fois, dosage du cortisol à 8 heures, il est sans valeur, il est non utile. Donc, on va doser notre cortisol tous les 4 heures en visant de montrer qu'il s'agit d'une perte de la variation circadienne normale. Donc, j'espère que vous vous souvenez de votre physiologie, le rythme circadien du cortisol, il est maximum à 7h, 8h du matin, voire il est tôt bas ou bien tôt minimum à 11h, 12h ou bien à minuit. Donc on va noter donc, une perturbation de ce cycle circadien de la sécrétion du cortisol. Donc notamment la cortisolémie à minuit, elle devrait être à la valeur normale, je vous invite à noter, inférieure à 1,8 microgrammes par décilitre, voire 50 nanomoles par litre. Je répète, la valeur normale de la cortisolémie chez un patient normal, c'est un sujet sain, donc inférieur à 1,8. Faites attention aux unités, microgrammes par litre, voire 50 nanomoles par litre. Les résultats
Si on a un syndrome de Cushing à retenir, vous allez retrouver la cortisolémie à minuit. C'est ce que vous allez voir maintenant. Donc, ce qui est en rouge, c'est un rythme circadien normal. Donc, vous voyez qu'il y a un pic qui se situe au niveau de 7h, 8h du matin. Donc, 8 AM. Et avec une diminution de ce dernier presque nulle à 11h, 12h, voire minuit. Ça, ce qui est en rouge, c'est la physiologie. Ce qui est en bleu, donc ça, c'est l'hypercortisolisme. Qu'est-ce que vous allez noter? Vous allez noter un taux à minuit, je répète, faites attention, qui est supérieur à 7,2 microgrammes, voire 200 nanomoles par litre. Donc, multiplié fois 4. Ce dernier, il peut affirmer de l'hypercorticisme. Donc, test au cortisol ou bien dosage de cortisol inutile. Le cycle de cortisol, c'est efficace et pourra vous aider pour poser ce diagnostic dans ce tableau clinique. Donc, je répète, cortisolémie inférieur à 1,8 ou bien 50 nanomoles à l'état physiologique. Vous voyez bien de le schéma que cette dernière est multipliée fois 4 élevée à minuit. Donc, elle va être supérieure, voire 200 nanomoles par litre. Elle va affirmer le diagnostic d'hypercorticisme. Ça, c'est premièrement. Deuxième test, vous pouvez avoir le dosage de cortisol libre urinaire dès 24 heures. Donc, il va traduire une production quotidienne qui est de plus en plus élevée. Donc, c'est un examen non invasif, contrairement au prélèvement veineux. Donc, c'est à noter. Donc, si on vous pose la question, donc, le dosage du cortisol restera un peu invasif tous les 4 heures de faire piquer le patient. Par contre, le dosage du cortisol libre urinaire, donc c'est un test non invasif, sans prélèvement veineux. Qu'est-ce que vous allez noter? Donc, à retenir aussi, dans un syndrome de Cushing, vous allez noter le taux de cortisol urinaire qui va être multiplié, élevé 3 fois, voire 4 fois à la normalité. Donc, si vous avez un cortisol à minuit supérieur à 200 nanomoles par litre, notez tout ça bien, c'est en faveur du syndrome de Cushing. Si vous avez un taux de cortisol urinaire libre, un CLU, 3 voire 4 fois la normalité, c'est en faveur d'un hypercorticisme. Et si vous avez les deux tests de freinage, donc ce qu'on va baser, c'est les deux tests à l'aide de la molécule que vous voyez à droite sur le dexaméthasone. Troisième et quatrième test, ils sont appelés le test de freinage minute. Qu'est-ce que ça veut dire un test de freinage minute en détail? Donc il est appelé aussi le test overnight. Il se fait en ambulatoire premièrement. Ce dernier test, il consiste à donner 1 mg, ce que vous voyez là, dosage 1 mg par millilitre de dexaméthasone à minuit. J'espère que vous êtes en train de citer et noter tous les détails concernant ces deux tests. Donc c'est très important pour le diagnostic et bien sûr fréquemment posé comme thème. Donc on va donner à notre patient 1 mg de dexaméthasone. Voilà la molécule à droite à minuit. Et on va doser la cortisol, ou bien le cortisol plasmatique ou salivaire à 8 heures. C'est pour cela qu'on va faire un test de freinage. Donc normalement, la glande ou bien surrénale doivent être fabriquées ou bien construire du cortisol à minuit. On va freiner cette production par le dexaméthasone et on va voir les résultats bien sûr au matin. Donc sécrétion au niveau du matin, fabrication ou production par les glandes surrénales, je répète, à minuit. Donc normalement, le freinage, il est dit positif si le cortisol à 8 heures, il revient inférieur à 1,8 g par litre. Ce sont les valeurs normales toujours. Donc, cycle de cortisol. Les résultats dans le syndrome de Cushing, qu'est-ce que vous allez noter? Vous allez noter une absence de ce freinage de cortisol plasmatique. Donc, on parlera d'hypercorticisme. Donc, cette dexaméthasone, cette molécule que vous voyez là, elle n'a pas pu freiner la sécrétion du cortisol. On parlera d'un test de freinage négatif. Faites attention, test de freinage, il est en faveur du syndrome de Cushing. Si ce test, il est négatif, faites attention à commettre cette bêtise. Un test overnight, freinage minute, il est positif. Donc c'est la normalité. Un test de freinage minute qui va revenir négatif, ça c'est en faveur d'un syndrome de Cushing. Donc ça c'est le premier test de freinage minute overnight. Le deuxième test, c'est le test de freinage faible. Il est souvent appelé le freinage standard. Donc je répète, vous avez deux freinages. Le premier c'est le freinage minute voire fort. Le deuxième c'est le test freinage faible.
Pourquoi on a ces deux tests? C'est pour affirmer toujours, notez ce terme-là, affirmer le diagnostic avant toute étape prochaine. Les morbidités, les comorbidités, la mortalité, elle est élevée et les coûts sont chers. Et bien sûr, on veut pas avoir ou bien on veut pas passer à ces complications. Donc, on a, je répète, cycle du cortisol, le cortisol libre, un test de freinage, je répète, négatif, ça c'est écrit en gras, à retenir, qui est en faveur de la positivité de la pathologie. Quatrièmement, un test de freinage faible. Aussi, il est appelé freinage standard, c'est pas overnight, ou bien il est appelé le test de Lidl. Il consiste à donner, cette fois-là, c'est pas 1 mg, faites attention. Donc, dans le test fort, ou bien le fort freinage, c'était 1 mg d'hexaméthasone. Deuxièmement, là, c'est 0,5 mg de cette molécule d'hexaméthasone. Donc, ce test, notez-vous bien, il consiste à donner 0,5 mg de dexaméthasone tous les 6 heures. Donc, c'est pas à minuit. Soit 2 mg par jour pendant 2 jours. Donc, et doser le cortisol à 6 heures du matin. Donc, normalement, c'est le pic de ce dernier. Après la dernière prise. Ce qu'on va doser? On va doser à 6 heures. Je répète, le taux de cortisol à 6 heures du matin. Et on va doser taux de cortisol libre urinaire, la CLU du deuxième jour. Normalement, à retenir toujours les deux aspects physiologiques et pathologiques de tous ces tests, ils sont à retenir. La normalité, quelle que soit la cortisolémie, le taux urinaire et bien sûr les deux résultats de freinage. Donc, normalement, le test de freinage, il est dit positif si le cortisol, il est inférieur à 50 nanomoles toujours et un cortisol urinaire libre qui est inférieur à 10 microgrammes. Donc, à la normalité. Ce qui nous intéresse le plus souvent, c'est le résultat de ce dernier test en cas d'existence d'un syndrome de Cushing. Donc, toujours, absence de freinage veut dire un excès de cortisol, donc hypercorticisme, syndrome de Cushing. On parlera de freinage négatif si, toujours la même valeur, si un taux de cortisol supérieur à 50 nanomoles par litre après ce dosage à 6 heures du matin. Et s'il s'agit, je vous invite à noter ces deux valeurs-là, donc pourra être un cas clinique, un taux de cortisol libre urinaire supérieur à 10 microgrammes par jour. Je répète, le test de freinage minute, on va noter, ou bien on va administrer un bolus, ou bien une dose de 1 mg de dexaméthasone à minuit. On va calculer, ou bien on va doser le taux de cortisol. Il devrait être supérieur à 50 nanomoles, un test de freinage négatif en faveur de syndrome de Cushing. Le deuxième examen, le deuxième test, c'est le test de freinage faible. Donc on administre 0,5. Faites attention à commettre des erreurs ou bien confondre entre les deux tests. On va donner 0,5 de dexaméthasone. La molécule là, ce que vous voyez, c'est Dexonal. Tous les 6 heures, on va doser à 6 heures du matin. Donc, le taux de cortisol et le taux de cortisol urinaire libre. Donc, deux valeurs à doser. Si on a cortisol supérieur à 50 nanomoles, CLU ou bien cortisol libre supérieur à 10 microgrammes par jour, il s'agit d'un test de freinage négatif. Et ce test, écrit en gras à retenir, il est indispensable pour être certain. C'est le terme qu'on est en train de chercher. Donc, un test de freinage va vous permettre d'affirmer. Mais pour être vraiment certain, donc la certitude est essentielle devant un syndrome de Cushing, il nous nécessite le test de freinage faible pour confirmer et pour dire de façon de certitude qu'il s'agit d'un syndrome de Cushing. Donc, 4 tests à retenir dans cette partie, je répète. Dosage du cortisol, il est inutile à 8 heures du matin, sans valeur. On dosera le cycle de cortisol à minuit. On pourra doser, je répète, le taux de cortisol urinaire libre, il devrait être inférieur à 10 microgrammes par jour. J'espère que vous allez noter tous les normes. Et les deux tests de freinage, soit 1 mg de dexaméthasone, voire le deuxième test qui est dit test de freinage faible, qui dit test de freinage standard, qui est appelé aussi le test de Lidl. Donc, tous ces nomenclatures sont justes. Ce dernier, il est indispensable pour être le terme qu'on est en train de chercher. C'est la certitude devant un diagnostic d'un syndrome de Cushing. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. J'espère que vous allez baser sur cette partie. Avant de conclure cette dernière,
on va voir le diagnostic différentiel devant ce tableau clinique. Donc, quels sont les diagnostics différentiels d'un syndrome de Cushing? Donc, c'est une étape essentielle. Voilà toujours le test. Donc, diagnostic différentiel, c'est une étape indispensable avant de passer au diagnostic étiologique. Toujours, on doit être vraiment certain. Son intérêt, il consiste à rechercher et éliminer les situations qui vont simuler ce syndrome. Quelles sont ces situations? Donc, premièrement, devant une obésité. Donc, les patients obèses ont souvent une répartition qui est androïde. Ça vous fait rappel au cours de 3e année de la sémiologie de l'obésité. Et on a, je répète, un cours sur ça aussi. Donc, une obésité androïde, donc c'est au niveau du ventre, du tronc, où vous allez avoir cette répartition de masse grasse. Donc, peuvent être hypertendus, diabétiques et même érythrosiques. Donc, c'est du diagnostic différentiel premièrement. Mais, un grand mais là, l'absence de signes de catabolique cutanée musculaire permet plus souvent de faire le diagnostic, de faire de part à part des choses. Donc, ce qu'on avait dit, donc c'était une obésité facio-tronculaire avec un contraste, j'ai insisté sur ce terme-là, avec contraste de amyotrophie des membres inférieurs, amincissement, amaigrissement des membres inférieurs. S'il s'agit des douces, le cortisol libre urinaire, on revient au dosage, et les tests de freinage minutes vont revenir normaux. On insiste sur cette partie-là, c'est le but de ce cours. Donc, ils vont redresser ce diagnostic. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, devant une dépression androgène, donc tout ça, c'est l'obésité androïde toujours. Devant une dépression, côté psychiatrique, on avait dit que ce tableau peut simuler une état dépressif. Dans les cas graves, il existe souvent un tableau biologique qui va ressembler à celui-ci d'une maladie de Cushing. Donc, vous allez noter un ACTH qui est modérément augmenté. Et vous pouvez avoir même un freinage faible négatif devant les dépressions. Mais, il n'y a pas de signe clinique et les anomalies, ils vont régresser en cas de guérison de la dépression. Donc, la dépression peut simuler aussi, donc, comme deuxième diagnostic différentiel, c'est une dépression grave. Ça va simuler un tableau clinique du syndrome de Cushing, un ACTH augmenté, freinage faible négatif. Mais c'est les symptômes cliniques qui vont éliminer ce diagnostic et la guérison. Et malheureusement, leur cause, elle est inconnue de ces dépressions. Par contre, on pourra mettre en évidence la cause. On va voir ça prochainement dans le diagnostic étiologique. Est-ce que c'est corticodépendant ou bien ACTH dépendant ou indépendant? Est-ce que c'est du syndrome paranéoplasique? Est-ce que c'est de la maladie de Cushing? Mais dans la dépression, vous n'allez pas trouver une étiologie, donc c'est de la psychiatrie. Autre diagnostic différentiel, troisièmement, c'est l'alcoolisme chronique. Donc les patients alcooliques, ils ont un faciès rougeâtre. Ils ont cette amyotrophie, ça nous fait rappel à la neurologie. On a vu l'amyotrophie chez les patients alcooliques. Donc ils ont une amyotrophie qui va simuler le syndrome de Cushing. Dans quelques cas exceptionnels, il existe même une hypersécrétion de l'ACTH. Donc vous voyez que c'est très difficile. C'est pour cela qu'on devrait être sûr avant de passer à l'étape suivante. Ça, c'est le mot-clé qu'on est en train de baser sur dans le syndrome de Cushing. Donc, c'est un mécanisme mal compris chez ces alcoolismes. Il pouvait avoir un hypercortisolisme non freinable ou bien avec freinage faible plutôt. Et donc, ça va ressembler à un syndrome de Cushing. Le seul moyen de faire diagnostiquer, c'est le sevrage. Donc, en cas de dépression, donc c'est la guérison. En cas d'un alcoolisme, c'est le sevrage seul qui va vous permettre de différencier ce dernier. Donc, l'alcoolisme pourra avoir un tableau clinique très similaire à un syndrome de Cushing. Et dernièrement, donc le sevrage, donc seul, notez-vous bien, sevrage qui va vous permettre de différencier ce dernier par rapport à un syndrome de Cushing. Dernièrement, il s'agit des patients qui sont pris des corticoïdes de synthèse. Donc la corticothérapie à long cours, ça va créer un syndrome de Cushing. Il est dit cortico-induit, notez-vous bien ce terme-là. Donc c'est l'anamnèse là, c'est très facile, qui va vous permettre aisément de faire le diagnostic sans qu'il soit nécessaire de réaliser des dosages. C'est pour cela, l'anamnèse, je répète toujours, c'est une compétence tout médecin doit acquérir. Donc l'interrogatoire, c'est primordial pour un médecin. Donc aucun dosage est nécessaire, simple anamnèse, prise de corticoïdes, nous sommes devant un syndrome de Cushing cortico-induit.
Donc, ils vont vous montrer un effondrement de taux de cortisol plasmatique dû au freinage de l'axe corticotrope par cette corticothérapie. Donc, mais cette insuffisance corticotrope, elle est compensée par le traitement lui-même et peut être démasquée lors de son arrêt. Donc, je répète, quatrième et dernier cas, ce sont les patients qui vont prendre de la corticothérapie, soit pour augmenter de taille ou bien de gagner du poids, ou bien c'est un traitement médicamenteux iatrogène, c'est un syndrome de Cushing cortico-induit. Donc, en cas de sevrage, en cas d'arrêté de traitement, ce syndrome de Cushing, il va disparaître, il va être démasqué lors de l'arrêt. Donc, l'obésité, il ne s'agit pas de freinage. Vous n'allez pas trouver le tableau totalement dans ce diagnostic différentiel. Devant la dépression, la guérison, elle va éliminer tout ce tableau clinique. L'alcoolisme, donc vous allez faire votre sevrage pour être sûr. Prise médicamenteuse, c'est très facile. Une simple anamnèse va vous permettre d'éliminer tous ces diagnostics différentiels qui sont très semblables et très proches au notre intitulé qui est le syndrome de Cushing. Donc ça c'est tout pour cette troisième partie, chers collègues. J'espère que vous allez citer tous les examens biologiques à prescrire. Je répète, cortisol inutile, les 4 tests, surtout le test de freinage faible et les diagnostics différentiels. Je répète, éliminer tous ces derniers avant de passer à l'étape suivante devant le syndrome de Cushing. On répète toujours ce terme-là, on doit être très sûr. Merci pour votre attention. On va aborder prochainement le diagnostic étiologique. Toujours du bon courage. Merci chers collègues et à la prochaine.